qu'avec mon invité du jour, vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup de points communs, l'Algérie entre autres, un Oui, papa médecin, le oui. goût de raconter des histoires, nos histoires, même si je sais que je suis beaucoup plus bavarde que lui, et je suis particulièrement ravie d'échanger aujourd'hui avec un enfant d'Algérie, un enfant d'Alger, Jacques Ferrandez, qui est auteur de bande dessinée, pas que, et qui vient de publier chez Casterman Suites algériennes à 1962-2019. Première question, Jacques. Première question qui est importante. Comment allez-vous? Très bien, ça va très bien. Oui. Le lancement de l'album se passe bien. J'ai un très bel accueil presse et puis public aussi. Visiblement, mon éditeur m'a appelé il y a quelques jours pour me faire part des ventes qui commencent pas mal du tout. Donc, tout va bien. Ça vous encourage du coup à poursuivre cette collection? Ah ben oui, de toute façon, là, je suis dans la phase d'écriture de la deuxième partie, puisque normalement, c'est une histoire qui va compter deux tomes, enfin, on peut dire, bien que De je ne sache période. jamais trop à l'avance. Oui. Et là, je m'étais fixé 2 tomes en espérant boucler tout ça dans un deuxième tome, peut-être un peu plus conséquent que le premier, mais je ne pense pas aller au-delà parce que c'est un sujet qui est qui est très prenant, qui est très passionnant, mais qui peut être assez lourd. Là, je vais aborder la question des années 90, de la décennie noire, et donc c'est pas le truc qu'on a envie de passer, vous voyez, des années. Mais en tout cas, je suis en plein dedans. En tant qu'enfant d'Algérie, il vous semblait évident de devoir faire votre devoir ou votre travail de mémoire? Devoir de mémoire, j'aime pas beaucoup l'expression, parce que ça fait Mm, devoir de vacances, vous voyez, il y a une espèce de truc un peu contraignant, tu vas faire tes devoirs, sinon ça va mal se mm, passer. Le travail, oui, je préfère ça, travail de mémoire, travail d'histoire aussi, mais bien que je ne sois pas historien, il y a quand même toute cette perspective historique, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est évidemment l'histoire dont je suis le produit, vous aussi d'ailleurs, mais enfin, chacun à sa façon. mm. Et c'est sûr que c'est une période que je connaissais très mal quand j'étais enfant, adolescent. Je commençais à m'y intéresser vraiment à l'âge adulte. Et là, c'était un peu la découverte, presque au quotidien, d'éléments qui, pour moi, étaient à la fois des éléments qui permettaient de me raccrocher à ces racines-là, et puis qui étaient aussi, en tant que raconteur d'histoire, une espèce de gisement inépuisable de scénarios, quoi, parce que c'est vrai Mm. que c'est une histoire extrêmement riche et foisonnante. Ouais. Et c'est vrai que vous avez quitté l'Algérie, vous aviez quelques mois Oui. avant d'y retourner, je crois, la première fois en 1993. Donc, toutes ces histoires que vous nous racontez, on pourrait dire d'habitude dans les fictions, vous savez, on met toujours une mention, toute ressemblance avec des personnages ressemblants, enfin, toute ressemblance avec des personnages existants serait fortuite. Là, on pourrait dire juste le contraire, parce que vous allez sans doute nous livrer quelques sources de votre inspiration, mais sur le dernier opus, après avoir écrit entre autres Comme il est BD, Carnet d'Orient, sur cet opus suite algérienne, tous les personnages en fait sont des personnages qu'on a l'impression d'avoir croisés. Oui, mais j'ai toujours travaillé un petit peu comme ça. Bon, là, il se trouve que sur le dernier tome, c'est effectivement des personnages que j'ai pu croiser, notamment des personnages de femmes algériennes, comme le montre le deuxième chapitre là, du nouveau Il y a une tome. Samia en plus, on ne se connaissait pas à l'époque, sinon je l'aurais pris pour moi, mais bon. Oui, alors Samia, c'était effectivement le personnage de femme algérienne qui était là pour le deuxième cycle, hein, c'est-à-dire la Ouais. période de 54-62. Mm. On verra ce qu'elle est devenue aussi à la période contemporaine. Mais oui, c'est peut-être à partir de maintenant que je peux commencer à mettre des choses qui me soient réellement arrivées, avec des choses réellement vues, réellement entendues, en allant sur place. Donc, comme vous le soulignez, le premier voyage a été effectué en 1993. À l'époque, c'était pour un projet avec l'écrivain algérien Rachid Mimouni. On devait faire un Mm. livre ensemble sur la Casbah d'Alger. Lui, il faisait les textes et moi, je devais faire les images. Il était prévu que je fasse des repérages avec lui dans la Casbah. Mais comme vous savez, 93, c'était la guerre C'était pas le meilleur moment. Mm. était déjà commencée, enfin depuis début de l'année, enfin Mm. 91-92 en réalité. Et là, ce qui devenait, enfin, ce qui était pour moi un voyage, j'allais dire presque d'étude, est devenu une espèce d'aventure parce que Rachid Mimouni ne pouvait plus m'accompagner à la Casbah. Il était à ce moment-là très, très exposé de par ses prises de position contre les islamistes, dont il était quasiment l'ennemi public numéro un. Et parce qu'en fait, son ami Tahar Djaoud avait été assassiné au Mm. moment du printemps 1993. Moi, mon voyage était programmé pour août 93. Et dans l'intervalle, Rachid s'était énormément exposé dans les médias pour évidemment dire tout ce qu'il avait à dire
contre les islamistes. Et du coup, il était extrêmement menacé. Donc, j'ai pu le rencontrer. Enfin, moi, j'avais rencontré avant. C'est pour ça qu'on avait mis sur pied ce projet. On s'est rencontré à Paris. Et puis, le rendant visite à Alger au mois d'août 1993, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, moi, je ne pourrais pas t'accompagner à la Casbah parce que je pourrais pas, si ça se trouve, je ne sortirais pas vivant. Bon, donc, cette période-là m'a effectivement mis vraiment les deux pieds dans la réalité algérienne de cette époque-là, même si moi, je ne me sentais pas menacé directement, puisqu'à l'époque, les attentats contre les non-algériens n'avaient pas commencé. C'est arrivé, en fait, quelques jours, je crois, après mon retour, au mois de septembre 93, il y a eu cette affaire avec les 2 géomètres français qui ont été assassinés, et puis ça a été ensuite le début d'une nouvelle stratégie des barbus. Mais à cette époque-là, c'était pas, on ne semblait pas courir de graves dangers si on se promenait dans Alger. Enfin, c'était encore... oui, évidemment, on ne savait pas ce qui allait se passer, cette tragédie qui allait se passer par la suite, mais disons que les choses étaient déjà bien mises en place. Et donc, pour moi, ça a été évidemment ce premier voyage qui était à la fois très intéressant parce que c'est un pays, c'est une ville, Alger, que j'avais eu l'occasion de dessiner beaucoup dans les épisodes précédents. Là, pour la première fois, j'y mettais les pieds et je pouvais même comparer les itinéraires que j'avais dessinés avec la réalité et même utiliser les nouveaux itinéraires et les rencontres, dont celle de Momo, le fameux Imoud Brahimi, Momo de la Casbah, qui a été pour moi finalement le guide providentiel à un moment, effectivement, où je ne pouvais plus être accompagné par Rachid Mimouni. Et en tombant sur Momo, j'avais vraiment la personne la plus qualifiée pour m'entraîner dans tout le labyrinthe et les secrets de la Casbah. Donc pour moi, ça a été finalement extrêmement positif. Mais en effet, il y a eu ensuite une rupture pendant quasiment 10 ans où je n'ai pas pu remettre les pieds en Algérie. On va rendre hommage d'ailleurs au Momo auquel vous rendez hommage, qui nous a quittés l'été dernier, qui était votre guide. Mais vous avez une manière quand même inédite de parler des questions algériennes sous forme de BD. Je crois que c'est vraiment inédit. Personne ne l'avait fait. Alors vous allez dire c'est votre cœur de métier, mais c'est une manière d'essayer de toucher peut-être une population plus jeune, plus large, de raconter ça sous forme de BD. C'est un exercice quand même un peu particulier, non ? Oui, moi j'ai commencé en 1987 avec le tout premier Carnet d'Orient. À cette époque-là, effectivement, il n'y avait quasiment rien en bande dessinée sur le sujet. En tout cas, sur les périodes coloniales, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait eu, je crois, en 82 ou en 84, une bande dessinée qui était sortie plutôt sur l'expérience d'un appelé du contingent qui s'appelait Une éducation algérienne, Guy Vidal et Bignon, qui avaient réalisé cette bande dessinée, mais qui était basée effectivement sur les souvenirs de soldats, en fait, de soldats appelés de Guy Vidal, que je connaissais par ailleurs, qui avait été rédacteur en chef du journal Pilote. Mais à part cet album-là, il n'existait rien, disons, en tout cas en bande dessinée. Mais il faut aussi considérer qu'à l'époque, la bande dessinée commençait à prendre ses lettres de noblesse et devenait un moyen d'expression tout public. On n'était pas nécessairement dans un mode d'expression s'adressant uniquement aux enfants. Ça commençait déjà avec justement le magazine Pilote, avec le magazine À suivre, dans lequel j'ai fait mes débuts, dont je me souviens du premier éditorial de Jean-Paul Mougin, dans le numéro 1 de À suivre. C'était comme une espèce de manifeste. Aujourd'hui, le roman s'écrit aussi en bande dessinée, et donc avec l'idée qu'avec des auteurs comme Hugo Pratt, comme Tardy, Forest, on pouvait effectivement accéder à un public plus vaste, plus adulte, et par conséquent avec des sujets là aussi plus adultes, qui échappaient un peu, si vous voulez, aux conventions et au code habituel de la bande dessinée enfantine. Donc là, tout ça avait été déjà en mouvement à l'époque, mais en effet, quand j'ai commencé avec les premiers Carnets d'Orient en 1987, d'abord, je ne savais pas que j'allais faire autant d'albums sur le sujet, mais c'était pour moi une manière de mettre, si vous voulez, cette histoire, de poser en fait les bases de cette histoire-là, parce que surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir raconter les souvenirs d'enfance de mon grand-père maternel que j'ai utilisé dans les Fils du Sud. Mais pour pouvoir raconter les Fils du Sud qui se passent vers 1900 jusqu'à 1914, il fallait que je remonte sur ce qu'avait été la présence française en Algérie. Et tout ça, si vous voulez, a découlé assez naturellement, tout le travail de recherche à propos des témoignages, des documents iconographiques aussi, bien sûr. Et tout ça, donc, m'a occupé pendant tout ce temps-là, avec effectivement l'idée que je n'étais pas au départ nécessairement
motivés pour traiter la guerre d'Algérie, parce que vous voyez, c'était déjà un gros chantier de s'attaquer sur la période coloniale. Et puis, en fait, les choses se sont enchaînées jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et c'est vrai que je me posais la question, la plupart des événements que vous relatez ou des périodes que vous relatez dans vos différentes BD sont des périodes que vous n'avez pas vécues. Donc, vous avez un soutien documentaire, vous avez des ressources bibliographiques qui sont fiables. Parce que j'imagine, moi, je vous avouerai que j'ai découvert en lisant les suites algériennes, effectivement, les subtilités de l'entrée des chars pendant le coup d'État de Boumedienne, sous prétexte du tournage du film de la bataille d'Alger. Mais voilà. Mais ça, c'est des découvertes que j'ai faites au fur et à mesure de mes recherches. Hein. C'est-à-dire que tout ensuite fait scénario, si vous voulez. Hein. Tout est tellement, comment dire, tellement riche déjà dans le déroulement historique qu'il n'y a pas besoin d'inventer grand-chose pour raconter cette histoire-là. Donc en effet, l'histoire de la prise du pouvoir par Boumedienne en juin 65, en profitant du tournage du film de Pontecorvo, La bataille d'Alger, alors que les Algérois étaient habitués à avoir des militaires par rapport au tournage qui était en train de s'effectuer dans le centre-ville d'Alger. Donc ça a surpris personne de voir des militaires, des chars. Et finalement, je crois que ce coup d'État s'est fait sans tirer un seul coup de feu. Mais bon, c'était trop beau. Enfin, ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Donc évidemment, moi, quand je suis tombé sur ce genre d'événement, évidemment, pour moi, c'est du pain béni. Je le mets dans mes histoires. Parce que ça permet aussi de jalonner comme ça l'histoire à travers des événements particuliers et en les incarnant aussi avec des personnages, parce que là aussi, on assiste à ça à travers le personnage d'Octave et de sa vieille maman qui a décidé de venir mourir en Algérie, enfin, après une vie passée en Algérie et cet exil de 62 qu'elle ne supporte pas. Donc ça aussi, c'est des choses à partir certains témoignages familiaux, certaines histoires. Ce que j'allais dire, Jacques, c'est une manière un peu pudique de raconter l'histoire familiale. Oui, alors l'histoire familiale a compté effectivement, si vous voulez, comme déclencheur pour pouvoir aborder le sujet. Mais ensuite, vous voyez, derrière moi, il y a toute une bibliothèque qui est en relation avec cette histoire-là, depuis la conquête, y compris beaucoup de livres aussi, des livres d'art, des livres sur la peinture orientaliste. Tout ça a beaucoup nourri mes premières histoires. Et puis tout ce qui concerne l'Algérie contemporaine aussi. Alors maintenant aussi on a Internet, on a tout ce qui relaye l'information et avec ce qui se passe actuellement en Algérie. Mais oui, tout ça, si vous voulez, c'est une manière d'agglomérer plein de sources différentes en mêlant à la fois l'intime et l'historique. Vous voyez, moi, comme je ne suis pas historien, je peux me permettre, si vous voulez, de prendre quelques libertés, mais je prends des libertés, je vais dire une liberté très surveillée justement par le travail des historiens, parce que c'est aussi un sujet sur lequel on ne peut pas s'aventurer en racontant n'importe quoi. Donc, il faut que ce soit étayé quand même par des travaux, alors qui ne sont pas les miens, mais auxquels je me réfère. Oui, d'autant plus qu'on sait que le sujet reste délicat. Oui, bien sûr. On est à l'aube des 60 ans de la commémoration, de la célébration pardon, de l'indépendance de l'Algérie. C'est pas à vous que je dire effectivement qu'il y a des questions qui peuvent être délicates à aborder. Ceci étant, j'ai cru comprendre que vous n'aviez aucun tabou. Tout est dans la manière d'aborder les questions, parce que, par exemple, moi, en tant que femme, j'ai apprécié, pour une fois, qu'un homme se penche sur la condition des femmes en Algérie, que ce soit sur le mouvement féministe qui a très vite été renvoyé dans ses chaumières juste après l'indépendance. Voilà. Ben oui, pour moi, c'était important aussi de raconter cette histoire-là, parce que j'en ai connu, j'en connais toujours des femmes à Alger qui ont été étudiantes dans les années 80, qui ont déjà eu affaire à la pression, disons, des islamistes qui étaient à l'entrée des universités. Moi, tout ça, on me l'a raconté, donc je ne l'ai pas inventé. Après ça, j'ai un peu recoupé aussi à travers d'autres récits. Mais si vous voulez, à partir des années 80, il y a eu effectivement l'irruption des islamistes à l'université pour interdire certains cours, pour obliger les filles à se voiler, et des jeunes femmes qui étaient en plus pétries de toutes ces valeurs émancipatrices qui allaient avec la Révolution, avec l'indépendance de l'Algérie, se retrouvaient là brusquement dans une régression terrible par rapport à leurs espérances, par rapport à leur statut.
Puis en plus, il y a eu dans les années 80, en 84, le fameux code de la famille, que les Algériens appellent le code de l'infamie, puisque là aussi, ça reléguait la femme à un rôle totalement subalterne, mineur à vie. Et tout ça, moi, je l'ai connu parce qu'en parlant avec des femmes algériennes, que ce soit des femmes rencontrées sur place ou des femmes auteurs comme Maïssa Bey, par exemple, qui a d'ailleurs fait une préface pour l'un de mes albums, le dernier album de la série sur la guerre d'Algérie, Terre fatale. C'est des gens avec qui j'ai pu avoir des discussions assez libres sur cette question-là. Et tout ça, si vous voulez, va dans le sens aussi d'une forme de confiscation de l'indépendance, avec tout ce qui a pu être, comme désespoir ou désarroi ou déception, en tout cas, par rapport à cette histoire qui était en train de se dérouler. Donc ça, évidemment, ça m'intéressait de pouvoir l'aborder. Alors, je ne sais pas si c'est tabou en Algérie, je ne crois pas, parce que dans les manifestations du Irak, il y avait beaucoup de femmes aussi. Alors, il y a des femmes voilées, des femmes pas voilées. Vous voyez, là aussi, l'ambiguïté du voile aujourd'hui, qui consiste à dire, et là, je le vois d'ailleurs avec les femmes algériennes qui sont donc qui avaient 20 ans dans les années 80, qui aujourd'hui sont mères de famille et qui disent moi, j'ai toujours résisté en risquant vraiment ma vie au milieu des années 90 pour ne pas porter le voile, qui était un signe, ce qui n'était pas, comme certains le disent, même ici, un simple attribut vestimentaire, un simple bout de tissu, ce qui souvent dans la bouche de certains défenseurs du voile ici, mais qui était un vrai projet politique de la part des islamistes pour mettre les femmes à la maison et leur donner le rôle simplement qui était celui de pratiquement subalterne et quasiment, j'allais dire, mère pondeuse, pour dire ça un peu vulgairement. Donc tout ça, ces femmes-là qui aujourd'hui ont 50, 60 ans, qui ont des filles, me disent, moi je vois que mes filles, elles, portent le voile de façon tout à fait naturelle et banalisée, parce que, grosso modo, l'argument, c'est de dire, au moins comme ça, on ne m'emmerde pas dans les transports en commun, parce que sinon, je me fais traiter de pute, etc. Mais on voit ça chez nous aussi dans nos banlieues, si vous voulez. Ça, moi, je trouve ça insupportable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme de soumission aussi à ceux qui prétendent faire la loi, et alors qu'on est justement dans des situations et des pays, peut-être l'Algérie aurait été dans cette situation-là dans les années 60, 70, 80, pour faire émerger justement une forme d'égalité, vous voyez, de progressisme dans la société. Voilà. C'est l'occasion de rappeler effectivement, moi j'étais petite, mais que Alger était une ville de rayonnement fin des années 60. Peu de jeunes, beaucoup de générations l'ignorent, et effectivement le désarroi, c'est de voir qu'à l'aube de prochaines élections, les relents de partis islamistes intégristes sont toujours là, sous couvert, enfin même plus sous couvert, mais la menace islamiste vraisemblablement, dont le processus électoral a été arrêté il y a une trentaine d'années, ces mêmes islamistes un peu plus politisés sont de nouveau visibles. Mais ils n'ont pas disparu, mais on a vu ça aussi en Tunisie, en Égypte, au moment chez nous, ils ont rasé leur barbe et porté des costumes peut-être moins visibles. Ils ont rasé leur barbe, peut-être qu'ils ont rasé les murs aussi, encore que. Mais en tout cas, le fait est que quand on voit ce qui s'est passé en 2011 dans ce qu'on a appelé peut-être abusivement les printemps arabes en Tunisie, en Égypte, où ce sont eux qui ont raflé la mise avant d'être, si vous voulez, avant d'être soit remis en prison ou comme on a vu en Égypte, avec finalement un pouvoir qui s'est durci par rapport même à ce qu'avaient été les espoirs de ce qui s'est passé sur la place Tahrir en Égypte. On voit quel retournement il y a eu aujourd'hui avec une forme de répression aussi. Et c'est ce qui est en train d'arriver en Algérie, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour manifester le vendredi, il faut déposer l'itinéraire de la manifestation. Et je crois, m'a-t-on dit, donner les noms et les adresses de tous les manifestants. Vous voyez, donc on est dans un système totalement coercitif qui... alors, je dis pas que ce sont les islamistes qui sont aux commandes, mais en tout cas, je pense qu'ils attendent leur tour parce qu'il y a aussi des marrons du feu à tirer quand la situation le permettra. Ils ont le temps, si vous voulez. On voit bien qu'ils sont sur une temporalité qui n'est pas tout à fait celle des consultations électorales, j'allais dire, selon les règles démocratiques habituelles. Donc, ils sont sur des temps beaucoup plus longs et
leur tentative dans les années 90 de prendre le pouvoir par la violence, bon, c'est soldé par une espèce de deal entre le pouvoir et les islamistes, parce que aussi ça n'a pas été ni jugé, ni purgé, ni puni, c'est-à-dire que ceux qui ont été dans les maquis, etc., sous prétexte de revenir à la société civile avec les lois qui ont été édictées dès réhabilité. l'arrivée au pouvoir de Bouteflika, ça a été la fameuse concorde civile. La réconciliation nationale, mais sans avoir extirpé, si vous voulez, tout ce qui avait été cette stratégie de violence pendant les 10 ans qui avaient précédé. Donc tout ça existe toujours, mais moi, c'est pour ça aussi que je fais souvent des parallèles. C'est pour ça que là, sur les suites algériennes, je commence aujourd'hui, mais ça me permet de revenir, et je vais le développer dans l'épisode suivant sur ce qui s'est passé en 62, la prise du pouvoir par le FLN de façon très violente, même en éliminant les maquis de l'intérieur, et puis aussi ce qui s'est passé au niveau guerre civile entre Algériens. Bon, on parle souvent de la question des harkis, mais là aussi, la manière dont les harkis ont été traités alors je dirais pas par le pouvoir officiel, mais en tout cas par des esprits de vengeance individuelle, par des manières aussi de vouloir se positionner comme résistants à bon compte, c'est-à-dire en massacrant ceux qui avaient effectivement prêté main forte aux autorités françaises de façon vraiment abominable. J'ai des récits là-dessus qui glacent le sang et c'est ça aussi qui m'intéressait, qui ne sont pas sans conséquences sur ce qui s'est passé dans les années 90. Parce que dans les mémoires des familles, dans les mémoires des villages, il s'était passé ça. C'était considéré presque comme, même pas comme profit et perte, mais presque comme des actions glorieuses, puisque à un moment donné, l'indépendance étant là, après le mois de mars 1962, les gens se sont lâchés, quoi. Ils se sont vengés finalement sur ceux qui semblaient représenter l'ancienne puissance coloniale. Et comme ça n'a pas été non plus, non seulement ça n'avait pas été jugé, mais ça a presque même été héroïsé, et bien, les islamistes dans les années 90 ont repris, si vous voulez, cette forme de cruauté, de barbarie même à l'égard de ceux qui étaient dans le camp opposé pour finalement légitimer leur action pratiquement en référence à ce qui s'était passé au moment de la guerre d'indépendance et pas les aspects les plus reluisants, si vous voulez. Donc ça aussi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment les choses se répètent quand elles ne sont pas dites, quand elles ne sont pas jugées et donc pas purgées par la justice ou par la mémoire, simplement. L'histoire que vous racontez, en fait, c'est une série de rendez-vous manqués, dirais-je, pour l'Algérie et les Algériens. Oui, sûrement, ça c'est un peu mon point de vue depuis le début. Moi, si vous voulez, étant donné que je suis né dans ce pays, à 3 générations avant moi, parfois 4 dans certaines branches de ma famille, c'est pourquoi tout ça a raté, en fait. Après ça, on sait, alors évidemment, on peut considérer de façon très basique qu'il y avait un occupant colonisateur et une population opprimée. Je pense que les choses, vous le savez très bien, sont beaucoup plus complexes que ça, puisque l'occupant, à partir de 1830, a pris la place de l'occupant précédent, qui était l'Empire ottoman, et qui ne se comportait pas de façon tellement plus humaine avec les populations. Il percevait l'impôt, et parfois de façon là aussi extrêmement contraignante et même violente, pour ne pas dire barbare. Enfin, il y avait des tribus qui marchaient avec l'occupant, des tribus qui étaient contre, et quand les Français sont arrivés, ils ont inversé la vapeur, et pour s'allier avec les tribus qui avaient évidemment qui avaient des récriminations pour le moins envers le précédent occupant, mais c'est toujours comme ça que ça se passe dans les retournements historiques. Évidemment, il y a un contexte qui est là et le nouvel arrivant utilise, s'il est bien informé, il utilise la situation précédente. Donc, on pourrait remonter même, là, je ne vais pas mettre les pieds dans le plat, mais on pourrait remonter aussi à ce qu'a été la conquête arabo-musulmane au 7e siècle. Est-ce qu'elle s'est faite aussi avec du miel et du lait et des pétales de rose? C'est pas certain. Et les populations berbères qui se sont arabisées ou islamisées, ça pouvait être sous la contrainte, ça pouvait aussi être par intérêt, parce qu'on leur octroyait des avantages, j'allais dire, fonciers et fiscaux, comme on dirait aujourd'hui. Vous voyez, donc tout ça montre que toutes ces histoires sont très complexes. On peut faire toujours remonter très très loin les choses. Et moi, justement, c'est toute cette épaisseur de l'histoire qui m'intéresse, puisque je fais dire au personnage de Samia, justement, que être algérienne, c'est pouvoir être capable de reconnaître toute l'épaisseur de cette histoire, avec toutes les influences
qui se sont exercés sur ce territoire, depuis les Phéniciens, en passant par les Romains, les chrétiens, les Vandales, l'islam, et puis les Turcs, et pourquoi pas aussi les Français, qui ont quand même qui ont imprimé leur marque sur ce pays. Il suffit de se balader dans Alger pour se rendre compte que c'est une ville tout à fait semblable à Marseille, Montpellier, Nice ou même Paris, avec certains immeubles haussmaniens. Donc, vous voyez, les traces qui subsistent de toutes ces périodes sont à prendre en compte, j'allais dire, de façon dépassionnée et plutôt même comme une forme d'enrichissement, si vous voulez, d'un peuple avec toutes ses composantes. Oui, et d'ailleurs, ça nous permet d'avoir cet entretien aujourd'hui en français, qui est une de mes langues. Hein. Moi qui suis née en France, qui suis également issue de l'histoire. Je profite pour faire un clin d'œil à quelqu'un qu'on apprécie énormément tous les deux, c'est notre ami Félag. Oui. Je renvoie sur le sketch où il raconte les différentes invasions avec beaucoup de délices. On l'embrasse d'ailleurs, j'espère qu'il sera… Je l'ai eu au téléphone ce matin, figurez-vous. Oh, ben vous êtes plus chanceux que moi. Ben en tout cas, on l'embrasse très très fort. Oui, j'étais très content de l'avoir au téléphone. Ça faisait quelques temps que je n'avais plus de nouvelles. Donc, oui, il va bien. Il prépare l'écriture d'un spectacle et d'un livre qui ne devrait pas tarder à sortir, je crois, au début 2022. Voilà, mais pour connaître l'histoire, effectivement, Félag étant un historien également de son côté, de son point de vue humoriste, tout ce qu'il raconte est vrai, simplement avec une certaine distance et beaucoup d'humour. Comment sont perçus, Jacques, vos BD en Algérie et en France? Est-ce qu'elles sont d'ailleurs distribuées, accessibles, vendues en Algérie? Alors en Algérie, j'ai eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises des albums sur toute la série des Carnets d'Orient et de ce qu'on appelle maintenant les Carnets d'Algérie, c'est-à-dire la période 54-62, à telle enseigne d'ailleurs que ça a intéressé une éditrice algérienne qui les a publiées en langue arabe. Donc elles sont disponibles aujourd'hui en Algérie, dans leur version originale française, sur les albums Casterman, et dans une version chez Dalimen, donc éditrice algérienne, qui les a publiées sous forme de 2 intégrales. C'est d'ailleurs elle qui a plutôt penché pour appeler ça carnet d'Algérie et non pas carnet d'Orient, puisqu'évidemment, carnet d'Orient, c'est toute l'ambiguïté du regard de l'Occident sur l'Orient, alors qu'évidemment, le Maghreb, comme vous savez, c'est l'Occident, c'est le couchant pour le monde arabe, le monde musulman. Donc voilà, on a pu en tout cas avoir la chance de publier ces albums en Algérie. Alors je ne sais pas, vous connaissez comme moi l'état de la distribution en Algérie, donc je ne sais pas de quelle manière ils circulent, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être présent à Alger, à Oran ou à Constantine, à travers souvent les instituts français ou à travers les salons du livre, comme il peut y en avoir à Alger, ou au salon de la bande dessinée aussi, festival de la bande dessinée d'Alger, je voyais qu'il y avait un public assez curieux de mon travail, parce qu'évidemment, ils reconnaissaient les lieux, ils reconnaissaient les époques, mais ils me disaient, avec tes albums, on apprend des choses sur l'histoire de notre pays. Parce que là aussi, si vous voulez, ça venait un peu, parfois, battre en brèche une histoire trop officielle, trop langue de bois, qui a soigneusement occulté certains aspects de l'histoire et sur lesquels je pouvais parfois m'attarder, disons. Vous avez un avis sur la déclassification des archives? Vous savez, je pense que, moi, étant donné que je ne suis pas historien, je ne suis pas concerné au premier chef sur des sujets très pointus sur lesquels il faudrait pouvoir effectivement travailler avec la mise à disposition des archives. Je pense que, si vous voulez, il y a une polémique aujourd'hui. Bon, on sait bien que dans les archives, il y a une forme de déclassification qui arrive au bout d'un certain temps, plus ou moins incompressible, surtout sur des périodes sensibles, etc., des périodes de guerre et autres. Sachant que les témoins sont en général ont tous disparu, donc ça. C'est une manière aussi d'apaiser là aussi les choses. À mon sens, il y a une fausse polémique actuellement, si vous voulez, entre la France et l'Algérie sur cette question-là, parce que les historiens, les historiens français peuvent d'une certaine façon travailler depuis longtemps sur le sujet. Bon, il y a certaines périodes qui sont plus délicates, où les archives sont ouvertes un peu plus tard, mais des fois, il y a des dérogations, il y a des choses qui permettent malgré tout d'aller voir. Je pense qu'en Algérie, c'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de choses, surtout depuis 1962, qui sont soigneusement verrouillées dans des placards et que le pouvoir actuel n'a pas intérêt non plus à mettre à la connaissance du public et même à la connaissance des historiens. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une tribune il n'y a pas très longtemps d'historiens algériens qui demandaient aussi qu'ils puissent travailler sur leur propre histoire et l'histoire récente
parce que effectivement, il y a une forme de rétention de l'information, tout ça étant encore totalement verrouillé par le pouvoir qui, évidemment, n'a pas intérêt à faire trop sortir les cadavres des placards. On sait bien, je faisais allusion tout à l'heure à cette forme de guerre civile, de guerre interne à l'Algérie même, et je parlais de ce qui s'est passé pendant la lutte de libération, la guerre d'indépendance, mais aussi ce qui s'est passé après, avec l'élimination, évidemment, d'un certain nombre de chefs historiques du FLN qui ont été sacrifiés, disons, par le pouvoir en place, et ça a continué, si vous voulez. Donc, évidemment, tout ça, si ça a été soigneusement archivé, serait sans doute pas très, très favorable au pouvoir actuel de laisser travailler les historiens sur ce sujet. Donc, je pense que cette ouverture des archives, elle est nécessaire, mais elle est aussi nécessaire du côté algérien que du côté français. Me semble-t-il, malgré tout, les historiens peuvent quand même travailler sur leurs axes de recherche, quoi. Sans trop divulguer effectivement le contenu de votre dernier album Suite algérienne, effectivement, l'histoire de Paul Yanis, dans lequel on trouvera certaines similitudes. L'histoire se finit, cette série, cet album se finit effectivement, il apprend l'assassinat de Mohamed Boudiaf, et on reste comme, c'est du teasing en fait, ça c'est un vrai travail de documentariste, même si on connaît après un peu l'histoire, mais c'est... En fait, bon, moi en décidant de travailler sur une période quand même qui est assez étendue, entre 1962 et 2019, parce que c'est là que l'histoire commence. Évidemment, il y a plusieurs périodes à traiter, et je me demandais, sachant que je ne pourrais pas tout traiter en un seul volume, alors peut-être un volume de 500 pages, vous voyez, mais ce n'était pas mon objectif. Donc là, celui-là fait dans les 140 pages. Je pense en faire 138 précisément. Très bien, vous voyez, mieux compté que moi. Le suivant sera sans doute un peu plus conséquent, mais de toute façon, il fallait que je puisse répartir les différentes périodes et les différents événements à travers au moins 2 tomes. Et encore une fois, je ne sais pas, peut-être il y en aura d'autres. S'il arrive encore beaucoup de choses en Algérie pendant ce temps-là, il est possible que ça me donne aussi l'envie de continuer à travailler sur l'événement, disons, chaud et actuel. Mais en tout cas, il fallait que je puisse trouver un moyen d'interrompre la première partie pour effectivement lancer la deuxième partie. Et aujourd'hui, vous savez, les lecteurs sont aussi des spectateurs de séries. Et bon, c'est ça aussi peut-être qui m'a conduit à travailler différemment par rapport aux épisodes précédents qui étaient très chronologiques et assez linéaires, où je prenais les périodes les unes après les autres, vraiment dans la chronologie de l'histoire. Là, j'avais envie, en démarrant l'histoire avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, de pouvoir justement évoquer plusieurs temporalités à travers des personnages eux-mêmes à différents âges, savoir ce que les personnages des épisodes précédents étaient devenus, etc. Et du coup, ça veut dire que à mon avis, les modes de lecture aujourd'hui permettent ça, c'est-à-dire d'avoir des informations qui sont livrées. On voit une séquence qui se passe à tel moment, puis la séquence suivante, elle se passe 3 jours plus tôt ou 2 ans plus tard. Vous voyez, donc c'est une manière de jouer comme ça avec le temps. Et ça, je pense que le public aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la manière dont la bande dessinée aujourd'hui s'adresse à tous les publics, le public adulte aussi, est assez rompu. Le public est assez rompu à ces modes de narration, y compris au teaser pour dire qu'est-ce qui va se passer après. Bon, et c'est vrai qu'il fallait bien que je puisse arrêter le premier tome à un moment donné pour pouvoir susciter l'envie d'aller voir ce qui se passe après. Un moment qui est effectivement comme une épée de Damoclès, un moment crucial dans l'histoire algérienne, la population algérienne qui fondait tellement d'espoir avec l'arrivée au pouvoir du président défunt Mohamed Boudiaf. Si vous m'autorisez encore 2-3 questions, Jacques, il est quelle heure? Il est 19h. On évoquait tout à l'heure le fait que c'est un peu de votre histoire, un peu de vous que vous racontez. En tout cas, on sent en filigrane l'histoire familiale. Vous évoquez tout à l'heure dans les auteurs que vous avez croisés, Rachid Limouni. Vous évoquez beaucoup aussi, on sent la présence importante d'Albert Camus. Vous avez adapté plusieurs de ses livres, dont le livre posthume, effectivement, le premier homme, mais le rôle de Camus dans votre histoire, dans votre parcours algérien. Vous ne seriez pas né en Algérie, Camus aurait eu la même place? Ah non, sans doute pas. Là, il se trouve que d'abord, moi, je suis né dans le quartier où Camus a vécu, le quartier de Bellecour. Mes grands-parents, qui avaient ce petit magasin de chaussures rue de Lyon,
était la porte en face de la maison où Camus a vécu avec sa mère, sa grand-mère, son frère, etc. Tout ce qu'il raconte en fait dans le premier homme, c'est quelque chose de très familier, disons, à ma, à ma mémoire, puisque le premier homme est paru en 1994 et j'ai perdu mon père en 1993. Et ce que me racontait mon père sur son enfance, sa jeunesse, sur les jeux, les lieux, etc., qui sont évoqués par Camus, y compris le trajet quotidien pour aller au lycée Bugeaud, tout ça, mon père m'avait raconté. Et quand je suis tombé un an après son décès sur le premier homme qui est sorti donc en 1994, parce que Catherine Camus a mis un certain temps avant de décider de le publier, en l'état en fait quasiment, je suis tombé, si vous voulez, complètement en stupéfaction avec l'espèce de proximité qu'il pouvait y avoir avec l'homme Camus plutôt que l'auteur, vous voyez, l'écrivain, le philosophe, mais l'homme Camus avec son parcours et le parcours des miens, si vous voulez, de ceux qui m'avaient précédé en Algérie. Donc c'est évident que cette proximité, je l'ai ressentie. Alors déjà, il y avait des choses, quand je lisais les écrits qu'il avait publiés au moment de la guerre d'Algérie, dans Actuel, dans les carnets, dans lesquels justement il était totalement déchiré par cette histoire-là, dont il n'a pas vu l'aboutissement, puisqu'en effet, étant mort en janvier 62 dans cet accident de voiture, il n'a pas assisté à ce qu'a été ensuite l'indépendance de l'Algérie. Donc nul ne sait, nul ne peut dire ce que Camus aurait dit, pensé de cette nouvelle Algérie indépendante. On peut avoir une petite idée en fonction des écrits qu'il a pu publier avant sa mort. Le premier homme était sans doute pour lui la chose la plus importante pour pouvoir parler de cette Algérie, avec l'idée que la vérité dans les romans n'est pas nécessairement ni dans les essais, ni dans les publications, ni dans comment dire, plutôt vous voyez, les éditoriaux, tout ce qui pouvait être de l'ordre de la polémique, si vous voulez, à cette époque-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il avait choisi de faire un roman avec cette histoire-là, pour justement pouvoir rentrer dans les histoires personnelles, dans la complexité de toutes ces périodes. Donc, c'est évident que Camus a été, pour moi, un éclaireur très, très précieux. Et même si, évidemment, les questions qu'il pose, il n'arrive pas à les résoudre. Hein, et je peux m'aligner dans ce domaine aussi. Je ne prétends pas résoudre aucune des questions, mais tous ces questionnements poussent effectivement à se demander si ça n'a pas été une succession d'occasions manquées et de gros gâchis pour finir, quoi. Donc ça, évidemment, l'histoire est ce qu'elle est, hein, mais j'ai toujours cette espèce de regret. Toujours, d'ailleurs, on parlait de Félag tout à l'heure, vous voyez, avec des gens comme ça, avec qui j'ai une certaine identité de vue, culture commune, une sorte de fraternité, quoi. Vous voyez, c'est Jules Roy, à qui j'avais demandé une préface pour Les Fils du Sud. Il avait intitulé cette préface Frères de Soleil. Et je trouve que c'est très beau, c'est-à-dire on a cette proximité, cette fraternité qui est celle de la Méditerranée aussi. Et donc, quelle bêtise, en fait, de ne pas avoir su utiliser, capter toutes ces richesses-là pour en faire quelque chose de plus grand, si vous voulez, que chacun des composantes de ces communautés en vue d'un projet qui aurait pu… Alors, Camus avait espèce de projet, si vous voulez, pour l'Algérie. Après ça, évidemment, il était très contesté à son époque, puisqu'on était en pleine période de décolonisation, de tous les mouvements à l'époque des intellectuels de gauche étaient évidemment très anticolonialistes. Donc Camus était même considéré comme une espèce d'ennemi à abattre. On voit la polémique avec Sartre et les Sartréens. Donc tout ça, évidemment, c'est encore un gâchis supplémentaire, si vous voulez, la manière dont Camus a été traité aussi à l'époque, avec vraiment une espèce de peut-être de naïveté, je ne sais pas, mais en tout cas de bonne volonté qui n'a pas été entendue ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est peut-être tous ces regrets-là que je brasse dans mes histoires. Promis, 2 dernières questions. Les Suisses algériennes commencent un 1er novembre donc 2019. On aurait pu s'y croiser d'ailleurs à Alger. Voilà, au moment c'est un vendredi. C'était le 37e vendredi du Hirak. Et donc le 1er novembre, évidemment, qui tombait un vendredi cette année-là, donc double raison de manifester pour les Algérois, enfin pour d'ailleurs beaucoup d'Algériens dans les grandes villes aussi. Mais effectivement, c'est une manifestation. Alors, je ne peux pas dire très honnêtement que j'ai vécu cette manifestation, parce que je suis arrivé à Alger le 1er novembre. Et c'était déjà à la fin de l'après-midi. Et comme vous savez, il y avait un filtrage, un
avec des barrages de police pour éviter que les gens de l'extérieur ne viennent trop nombreux grossir les manifestations. En fait, je suis arrivé à mon hôtel en fin de journée, vraiment, et c'est le lendemain que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé la veille, disons, en prenant les journaux, la presse, et où j'ai vu que c'était considérable. Et comme ça correspondait aussi à un moment où j'ai fait, moi, ce petit pèlerinage personnel sur les cimetières, sur les tombes de mes deux arrière-grands-pères paternels que je n'avais pas connus, bien sûr, que le début de l'histoire est venu très naturellement. Ce qui s'est produit à ce moment-là, pour moi, devenait le point de départ de ce scénario. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines ressemblances avec le personnage de Polyanis, puisque c'est la première fois en fait que je pouvais en effet faire état de mon expérience personnelle, parce que dans les épisodes précédents, évidemment, j'étais pas né. Toutes les histoires que je raconte, j'étais pas né ou à peine. Et là, c'est la première fois que je pouvais effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, rendre compte des choses que j'avais réellement pu voir, entendre et ressentir dans ce pays. Donc, c'était une manière un peu commode, mais mon éditeur m'a encouragé à ça. Au début, je pensais que c'était qu'une étape de travail et que j'allais pouvoir modifier la tête du personnage. Il m'a dit non, non, n'en fais rien, surtout pas. C'est dommage. Ouais. C'est une manière d'incarner le personnage avec ta propre expérience. En fait, finalement, c'est tout ça, mon Algérie à moi. Ce sont les carnets d'Orient, mais encore plus, effectivement, l'album qui vient de paraître aux éditions Casterman, Suite algérienne. 3 questions, ce n'est pas le questionnaire de Proust, et ça n'est pas obligatoire que c'est un lien avec l'Algérie, mais votre livre de chevet. Oh, un livre de chevet. Ou un livre autour de l'histoire algérienne, de l'Algérie. On a parlé de Camus, on a parlé de Rachid Dibouni. Oui, alors il y a un auteur qui est Boualem Sansal, qui avait publié un petit livre, c'était un petit folio à 2 euros, qui s'appelait Petit éloge de la mémoire, justement, dans lequel justement il racontait toute cette épaisseur de l'histoire pour se revendiquer en tant qu'Algérien, en reconnaissant toutes les composantes de cette algérianité qui était effectivement très multiple et très riche, en fait. Et parce qu'il contestait simplement l'idée que pour être algérien, il fallait juste se revendiquer comme un arabe et un musulman, ce qui faisait d'ailleurs très bon marché de la composante berbère, berbérophone de l'Algérie. On l'a vu d'ailleurs dans les manifestations de l'Irak aussi. Mais ce petit livre, pour moi, ça a été une sorte de prise de contact avec ce que pouvait être aussi un certain nombre d'Algériens qui n'acceptaient pas, si vous voulez, cette espèce de statu quo d'histoire qui avait commencé, c'est comme si l'histoire de l'Algérie avait commencé en 1962 et que tout ce qui précédait était tout à fait négligeable. Donc c'est pour ce petit livre que je conseille à tout le monde, qui raconte bien justement cette complexité, cette richesse de l'Algérie. Oui, Boualem Sansal, qui est malheureusement, il me semble, plus ou moins contraint à l'exil, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, trompez-vous, parce qu'il il habite toujours dans la région d'Alger. Alors, je pensais qu'il était au Canada. Non, pas du tout. Non, il se déplace beaucoup. Alors, il est souvent en voyage. Il a beaucoup été célébré, alors évidemment en France, ce qui ne ravit pas évidemment ses ennemis qui considèrent que c'est un représentant du, vous savez, l'expression Hezb el-França, c'est-à-dire le parti de la France, c'est-à-dire un traître, pourquoi pas un harki, enfin, tout ce que vous voulez. On voit bien encore ces polémiques qui sont à l'œuvre, mais qui n'ont pour but que de faire taire, si vous voulez, et d'étouffer une fois de plus les mémoires et l'histoire. Donc, non, il vit toujours dans la région d'Alger et il se déplace souvent, il vient souvent en France, il est beaucoup célébré en Allemagne aussi, et puis évidemment, il va au Canada. Alors, ce qui lui a coûté très cher par rapport au public, par rapport à un certain public algérien, c'est le fait qu'il soit allé en Israël, par exemple, à Jérusalem, et qu'il ait fait une espèce de proclamation avec, je ne sais plus quel était cet écrivain israélien, oui, mais si vous voulez, ça lui a été énormément reproché dans le monde arabe, dans le monde musulman. Mais je pense que Boualem est un homme libre, si vous voulez, et au moins c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça par rapport à une assignation permanente qui voudrait qu'on soit ceci, cela, et qu'on ne soit pas justement, on n'ait pas la possibilité de réfléchir par soi-même, d'avoir un esprit critique et d'avoir finalement une forme d'intelligence aussi sur ce qui se passe, vous voyez. Donc et c'est un auteur que j'aime beaucoup au même titre que quelqu'un dont j'ai mis une phrase en exergue dans les suites algériennes, qui est Kamel Daoud, avec son livre Mes indépendances, aussi, qui sont un recueil de ses éditoriaux dans le quotidien d'Oran,
et dans lequel il a un esprit extrêmement affûté. Moi, j'aime beaucoup Kamel, on s'est déjà rencontré quelques fois. Je trouve qu'il est aussi bon à l'écrit qu'à l'oral. C'est quelqu'un qui est extrêmement... qui a une intelligence très vive et qui est capable d'analyser les choses sans compromission, vous voyez, sans être obligé de vouloir faire plaisir aux uns ou aux autres. Et il a une forme de franchise. Moi, vous savez, je l'avais comparé à Meursault, en disant que s'il y avait aujourd'hui un Meursault en Algérie, c'était Kamel Daoud. C'est quelqu'un qui ne peut pas mentir. C'est quelqu'un qui livre son sentiment en dehors des convenances, des conventions sociales, etc. Et lui, vraiment, c'est le Meursault d'aujourd'hui. J'espère qu'il finira mieux que Meursault. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais la comparaison est belle. Et ces êtres indépendants, moi, d'ailleurs, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mes albums, c'est de ne pas être otage, vous voyez, d'une communauté mémorielle contre les autres. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de pouvoir essayer de rentrer à chaque fois dans les raisons des uns et des autres, voir ce qui fait finalement agir les gens et ce qui fait le moteur aussi de l'histoire. C'est-à-dire, c'est toutes ces confrontations et tous ces points de vue divergents, voire parfois contradictoires, mais qui aussi permettent de mieux comprendre cette histoire. Vous voyez, je vous ai laissé parler chacun. Quand je m'autorise encore, non, si je peux vous taquiner. Vous qui êtes un musicien également, un musicien de jazz, une musique, peut-être une musique algérienne, une musique qui évoque peut-être vos souvenirs, quelque chose que vous avez entendu à la maison, ou une chanson que fredonnaient vos grands-mères, une chanson. Mes grands-mères, elles fredonnaient plutôt des chansons du style Luis Mariano ou des choses comme ça. Mexico, le chanteur de Mexico. Ou Marinella, ou d'ailleurs, il y a une chanson qui est dans le premier homme, qui est Ramona, vous savez, qui est aussi une chanson Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux, etc. Donc, c'est plutôt des chansons de ce type-là qui étaient chantées dans la famille. Finalement, la musique orientale, au sens où on l'entend aujourd'hui, se pratiquait dans des fêtes qui mêlaient peut-être les différentes populations berbères ou arabes ou juives, etc., où là, il y avait des fêtes en commun. On voit bien que dans cette Algérie coloniale, il pouvait y avoir aussi des passerelles entre les différentes cultures. Mais c'est vrai que je pense que d'un certain côté, dans ma famille, puisqu'ils venaient d'Espagne, en tout cas pour la famille paternelle, ils avaient à cœur aussi d'être, vous voyez, presque plus français que les Français. C'est-à-dire que même si, alors mon père me disait quand il était gamin, il parlait le dialecte valencien avec sa grand-mère à la maison, sa grand-mère, donc était mon arrière-grand-mère que j'ai connue, qui parlait avec un français un peu rudimentaire en roulant beaucoup les airs. Vous voyez, on voyait que c'était quelqu'un de culture espagnole. Mais je pense que, par exemple, le grand-père paternel que j'avais, d'ailleurs le maternel et le paternel étaient de la même génération, ils ont fait tous les deux la guerre de 14-18. Et j'ai retrouvé dans les papiers familiaux l'attestation, enfin la naturalisation française de ce grand-père par voie de conséquence, puisque son propre père, celui dont je suis allé visiter la tombe à Alger, avait obtenu la nationalité française en 1902 ou 1904, je crois, et avec ses propres enfants, qui étaient à l'époque des petits, quoi, et ce qui a valu d'ailleurs à ses enfants, 10 ans plus tard, de partir à la guerre de 14, vous voyez, pas sous le drapeau français. Donc il y avait aussi une grande... Alors tout ça paraît aujourd'hui complètement voyez, révolu, mais il y avait aussi un grand souci d'appartenance à cette nation, au besoin en donnant son sang, vous voyez, l'impôt du sang, et en allant se battre sous l'uniforme et sous le drapeau pour revendiquer d'une certaine façon sa nouvelle appartenance à cette nouvelle nation. Donc tout ça, évidemment, paraît aujourd'hui assez lointain et même périmé peut-être, mais donc c'est pour dire que dans la famille il y avait évidemment des passerelles avec ces différentes cultures, mais en effet toute la branche espagnole se sentait avant tout finalement française, c'est-à-dire du fait de son appartenance à cette Algérie qui était donc française, 3 départements français. Donc, si vous voulez, la question ne se posait même pas à cette époque-là. C'est pour ça aussi, c'est ce que j'allais de raconter, c'est que toute
cette histoire, la manière dont ça se termine, la plupart de ce qu'on appelle les pieds noirs n'ont rien compris à ce qui leur arrivait, parce que c'était quelque chose qui les prenait de plein fouet par rapport à un mouvement planétaire de décolonisation, mais dont ils se sentaient auquel ils se sentaient totalement étrangers, parce que pour eux, il n'y a pas de problème, c'était leur pays, l'Algérie, c'était la France. Vous voyez, toute cette ambiguïté-là qu'on peut aujourd'hui critiquer, dont on peut même se moquer, si on veut, mais était très, très ancrée dans cette population, dont la plupart des habitants étaient quand même assez, j'allais dire, assez frustes, c'est-à-dire, bon, il y a Camus, qui a fait des grandes études justement grâce à son instituteur, mais la plupart des gens, même dans ma famille, étaient des petits artisans, vous voyez, des petits fonctionnaires, des gens qui étaient des gens de peu, comme on peut dire. Et évidemment, toutes ces histoires-là les ont totalement dépassés, d'où ensuite tous les excès qui ont pu être commis au moment de cette perte, de la perspective de cette perte, de ce qui était, à tort ou à raison, considéré comme leur pays. Donc, c'est tout ça, moi, qui m'intéresse et auquel je suis sensible, si vous voulez, c'est que j'essaie de comprendre aussi. D'ailleurs, aussi bien je peux me mettre dans la peau, vous voyez, d'un jeune Algérien qui monte au maquis, mais aussi dans la peau d'un jeune pied noir qui va peut-être basculer vers l'OAS, parce que c'est des situations tellement violentes, tellement imprévues, tellement qui dépassent tellement aussi les acteurs et les témoins du moment, que finalement on peut aussi avoir une forme d'empathie, si vous voulez, pour ces différents destins. Et puis, dans tous les cas, pour moi, qui raconte des histoires, c'est de toute façon cette matière humaine aussi qui m'intéresse, évidemment. Et sans jamais tomber dans la caricature et sans jamais, je veux dire, tous les faits que vous évoquez sont des faits réels, des faits avérés. Jacques, promis, une dernière question. On a évoqué très rapidement tout à l'heure, quand je vous présentais votre papa, je voudrais dédier peut-être cette interview à vos parents d'une manière générale, à votre famille, mais à votre papa qui était médecin à Alger. Oui, oui, oui. Mais mon père avait fait ses études de médecine à Alger. Il avait été, je ne sais plus si c'était interne ou externe à l'hôpital Mustapha. Il avait été donc à la fac d'Alger pour faire ses études qu'il a dû interrompre pendant la guerre parce que mon père était de 1918, vous voyez, donc il était un peu plus jeune qu'Albert Camus qui était de 1913, et il s'est retrouvé donc en 1938 mobilisé, enfin en 39 je veux dire mobilisé, alors qu'il avait fait déjà 2 ans d'études de médecine, et puis les 5 ans et demi qui ont suivi, il s'est retrouvé sous les uniformes, donc d'abord de la drôle de guerre, où il s'est retrouvé en Kabylie, dans les zouaves, ça me racontait souvent ça, où ses qualités, disons, d'étudiant en médecine n'ont pas été reconnues au sens où il s'occupait plutôt d'émuler que de travailler à l'infirmerie. C'est ce qu'il me disait, il allait faire boire les mulets. Vous voyez, c'était des troupes. Ils vont très bien d'ailleurs, ils se sont bien portés grâce à lui. et puis ensuite, au moment de l'armistice de 40, il a été remobilisé dans l'armée dite de Pétain, c'est-à-dire les accords d'armistice prévoyaient que la France pouvait garder une centaine de milliers de soldats, donc notamment en zone non occupée, ce qui était le cas de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. Donc mon père s'est retrouvé à ce moment-là pendant 2-3 ans à arpenter le sud tunisien, sans jamais combattre d'ailleurs. C'était des manœuvres, c'était des marches, etc. Et puis en novembre 42, donc ça entre 40 et 42, en novembre 42, un débarquement allié en Afrique du Nord. Et là, comme il était instruit, justement, comme il était capable de parler l'anglais et de traduire l'anglais, il a été affecté à l'état-major, ce qui lui a évité d'ailleurs de partir faire toute la campagne d'Italie, Monte Cassino. Ce qui s'est retrouvé finalement à traduire des rapports au quartier général qui était basé à Alger, quartier général interallié, vous voyez, anglo-américain, etc. Et il a fini la guerre comme ça pour reprendre ses études de médecine en 1945. Donc, vous voyez, avec 5 ans et demi de retard par rapport aux étudiants qui venaient d'arriver. Donc, il a exercé son métier de médecin généraliste les premières années à Alger. Et puis, peut-être, tout ce qui était en train de se passer, il voyait avec une espèce de préscience ce qui pouvait se passer. Il a décidé donc de quitter l'Algérie juste après ma naissance, c'est-à-dire au début de l'année 1956, pour s'installer définitivement à Nice et sans jamais remettre les pieds en Algérie, comme si c'était une page qu'il voulait tourner, c'est ce qu'il me disait. Moi, j'ai tourné la page, et quand j'ai demandé ce qu'il regrettait le plus de cette Algérie, au lieu de me dire le paradis perdu, etc., il me disait ce sont mes 20 ans, ce qui était une manière d'avoir aussi du recul par rapport à cette histoire-là. Mais vous voyez, donc,
Donc, mon père est décédé en 93. J'ai toujours ma maman qui a fêté ses 96 ans il y a quelques jours et avec qui on parle souvent de ces questions-là parce qu'elle aussi, elle évoque beaucoup de choses. Elle n'est pas née en Algérie parce que comme c'est la fille du personnage qui nous sert de modèle pour les fils du Sud, après 14-18, ce grand-père maternel, lui, a fait sa carrière en France. Il a fait, lui, des études d'ingénieur et donc il s'est retrouvé à travailler dans des grosses entreprises dans le monde industriel, si vous voulez, donc avec ses enfants, dont ma mère qui était l'aînée, qui sont nés en France. Et c'est à l'occasion de différents allers-retours en Algérie pour voir la famille, parce que ce grand-père, évidemment, avait toujours son frère qui était instituteur puis directeur d'école en Algérie. Ses parents, dont le père donc, était, vous savez, cheminot, c'est ce que je raconte, chef de gare dans le sud oranais. Donc mon grand-père maternel allait revoir régulièrement sa famille et sa belle-famille, puisque ma grand-mère maternelle était également, elle était d'origine alsacienne, vous voyez, enfin, toutes ces histoires-là. Donc c'est à l'occasion d'un de ces voyages que ma mère a rencontré mon père et qu'elle a finalement vécu les 3-4 années avant, pendant et après son mariage jusqu'à ma naissance à Alger. Donc elle a une autre manière, vous voyez, d'évoquer la question, parce qu'elle était moins enracinée peut-être que mon père sur ce pays. Enfin, mais bon, avec ma mère, on a toujours des conversations sur ce qu'a été voilà, cette période de sa vie aussi liée à l'Algérie. Muchas gracias. Shukran, tenmir, on va le dire dans les 3 langues qui nous concernent. Merci beaucoup, Jacques.